Mon travail de doctorat que j'ai réalisé au laboratoire de mathématiques appliquées d'AgroCampus Ouest. Il se situe à l'interface entre génomique et statistique, et donc l'objectif de ce doctorat était de développer des méthodologies statistiques appliquées à la génomique. Et donc on s'est plus particulièrement focalisé sur l'analyse de données transcriptomiques. Donc dans un premier temps, je vais vous faire quelques rappels sur ce que sont ces données transcriptomiques. Donc, comme on le sait bien, toutes les cellules d'un organisme possèdent des gènes. Elles possèdent toutes les mêmes gènes. Mais tous les gènes, bien sûr, ne s'expriment pas de la même manière dans toutes les cellules, forcément. Donc, il y a des différences d'expression entre ces différentes cellules et forcément des événements de régulation de cette expression. Et donc, à travers les données transcriptomiques, ce qu'on va chercher à mesurer, c'est l'expression de ces gènes. Donc, on va ainsi mesurer ce qu'on appelle le transcriptome, qui est l'ensemble des ARN messagers issus de l'expression des gènes dans un tissu donné et en fonction d'une certaine condition expérimentale donnée. Donc, en termes statistiques, ces données transcriptomiques, on les représente sous la forme d'un tableau qui croise les sujets qui sont soumis à ces conditions expérimentales, qui sont nos individus statistiques, et les gènes qui sont nos variables. Et donc dans ce tableau, on voit bien qu'une ligne de ce tableau représente ce transcriptome. Et ensuite, la stratégie d'analyse classique consiste à comparer ces transcriptomes entre les différentes conditions expérimentales pour faire des hypothèses sur les événements de régulation d'expression qu'il y a pu avoir, le rôle, les interactions entre les gènes. Et pour faire cela, il est nécessaire d'avoir recours à des outils statistiques. Donc je vais vous rappeler la démarche statistique classique d'analyse de ces données. Donc, les traitements statistiques classiques consistent dans un premier temps à identifier les gènes qui sont différentiellement exprimés en fonction des conditions expérimentales, parce que c'est bien ça qu'on veut voir. On veut voir des variations dans l'expression en fonction de nos conditions. Puis, on réalise une synthèse de cette information. Donc, ça peut être une synthèse sous la forme de visualisation avec des analyses factorielles, ou en utilisant des méthodes de clustering pour obtenir des clusters de gènes co-exprimés. Et finalement, on essaye de caractériser ces clusters obtenus ou cette liste de gènes différentiellement exprimés en faisant appel à de l'information extérieure sur les gènes. Donc ça, c'est le schéma d'analyse plutôt classique, on peut dire, et évidemment, ce schéma présente certaines limites que nous avons essayé d'identifier, certaines, pour ensuite proposer des méthodologies qui peuvent peut-être y répondre, vous verrez. Donc, les limites qu'on a identifiées, c'est d'une part qu'il existe un bruit dans ces données transcriptomiques. Donc, elles sont bruitées. Ce bruit est de plusieurs natures. On identifie une certaine variabilité technologique. Donc, cette variabilité technologique est déjà plus ou moins prise en compte par le pré-traitement des données brutes qui est effectué. Mais il reste nécessairement une erreur de mesure. Et il existe également une variabilité biologique, puisqu'effectivement, dans la plupart des expériences, les individus sont structurés selon un plan d'expérience, donc on s'intéresse aux variations entre ces conditions expérimentales. D'autre part, on peut se demander si connaître uniquement cette information du transcriptome et les comparer entre eux est une information suffisante pour remonter à tous les événements de régulation qui peuvent se mettre en place, étant donné qu'il existe des relations quand même complexes entre les gènes et que la comparaison de ces transcriptomes peut s'interpréter de beaucoup de façons différentes. Donc, est-ce que cette information est suffisante? Donc, ces limites que nous avons identifiées ont guidé ce travail et on propose donc plusieurs axes de travail. D'une part, on s'est focalisé sur le débruitage de ces données, une stratégie de débruitage, et d'autre part, nous nous sommes focalisés sur des stratégies d'intégration d'informations extérieures. Donc je vais commencer dans un premier temps par vous exposer cette stratégie de débruitage des données transcriptomiques. Donc, je rappelle un peu le contexte. L'ACP, l'analyse en composantes principales, est très couramment appliquée aux données transcriptomiques. Et cette ACP, elle est utilisée à travers deux objectifs. D'une part, un objectif de visualisation des données,
Mais elle peut être également vue comme une méthode de débruitage des données, puisque si on reconstitue les données en ne prenant en compte qu'un certain nombre d'axes de dimension, eh bien, on peut voir ça comme une méthode de réduction de la dimension, donc de débruitage des données. Et ce débruitage peut être antérieur à des méthodes telles que le clustering ou l'estimation de matrices de variance-covariance dans l'inférence de réseau, par exemple. Donc, je vais faire quelques rappels un petit peu plus formels sur l'ACP. Je considère mes données transcriptomiques, que je note X avec mes sujets qui sont les individus statistiques, mes gènes, les variables. Le point de vue plutôt classique, exploratoire, à travers lequel on présente l'ACP, consiste à maximiser la variance des points projetés, ce qui nous fournit des axes et des composantes. Et à partir d'un certain nombre de ces axes et de ces composantes, on peut reconstituer une matrice de données que j'ai notée ici X chapeau. Cette matrice de données reconstituée est en rang inférieur. Et donc faire cela revient à minimiser le critère suivant, qui est l'écart entre mes données et mon estimateur, qui est le critère des moindres carrés. Mais on peut également présenter l'ACP en adoptant un point de vue plutôt modèle. Donc on peut définir un modèle à l'ACP, classiquement le modèle à effet fixe, par lequel on définit une matrice de données comme un signal, ici que je note X tilde, plus un bruit gaussien. Et ce signal X tilde, lui, est de rang inférieur, qu'on note ici grand S. Et bien sûr, donc les estimateurs du maximum de vraisemblance de ce modèle correspondent bien aux estimateurs des moindres carrés. Alors pourquoi je vous présente ces deux points de vue? Eh bien, à travers le point de vue exploratoire. Donc on voit bien que le critère qu'on minimise, c'est bien un critère du type l'écart entre mes données et mon estimateur. Mais le fait de décrire explicitement ce modèle, on se dit plutôt, mais ce qu'on voudrait minimiser, c'est pas plutôt l'écart entre mon vrai signal que je ne connais pas et mon estimateur, donc un critère du type X tilde moins X chapeau. Et bien ce critère-là, à quelque chose près, correspond à l'erreur quadratique moyenne. Donc on se fixe un nouvel objectif ici, qui est de minimiser cette erreur quadratique moyenne. Alors comment faire ça? Eh bien, on a fait un parallèle avec la régression, puisqu'on se dit qu'en régression, l'estimateur des moindres carrés, lui peut être très variable, et on peut faire appel à des stratégies de régularisation de cet estimateur des moindres carrés, qui, bien qu'ils soient plus biaisés, sont beaucoup moins variables et donc permettent de réduire cette erreur quadratique moyenne. Donc on a cherché à, ici, mettre en place une stratégie de régularisation de l'analyse en composantes principales pour mimer ce qui est fait en régression. Donc voilà comment on a mis au point cette stratégie de régularisation. Eh bien, ici, on repart de cette erreur quadratique moyenne que l'on veut minimiser, que j'ai décomposée ici en fonction des axes, simplement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on régularise? Eh bien, régulariser revient à introduire des poids à l'estimateur des moindres carrés. Et donc, on va ajouter des termes de régularisation, ici que je note phi s, devant cet estimateur, qui vont nous permettre, ici, de donner un poids différent à chaque axe. Et on se laisse même la possibilité d'éliminer des axes en faisant ça. Puisque si on prend phi s égale 0, on élimine certains axes. Et c'est vrai qu'on a cette intuition qu'étant donné que notre signal est en rang inférieur, eh bien certains axes seront peut-être que du bruit. Donc voilà ce qu'on pose pour l'instant. Et donc, on va chercher ensuite à minimiser cette équation comme une fonction de phi s pour trouver l'expression de phi s. Donc je vous passe le détail des calculs, on fait également quelques approximations, et voilà l'expression de phi s que nous obtenons. Je vais la commenter bien sûr. Pour les axes qui sont supérieurs à grand S, grand S étant la dimensionnalité de mon signal, eh bien pour les axes supérieurs à grand S, minimiser cette équation revient à prendre phi s nul. Bah, effectivement, on sait que notre signal est strictement de rang grand S. Donc pour tous les axes supérieurs à grand S, nous avons x ij tilde s qui lui est rigoureusement égal à 0. Donc minimiser cette équation revient bien à prendre un phi s nul. Donc on va
par ce biais-là, donc sélectionner un certain nombre d'axes et appliquer une stratégie dite de seuillage dur. Et pour les axes, les premiers axes, donc jusqu'à grand S, voilà l'expression de phi s que l'on obtient. Donc cette expression correspond au rapport de la variance du signal, effectivement, pour la s-ième dimension, puisque ça correspond à la s-ième valeur propre de mon signal, sur la variance totale pour la s-ième dimension. Effectivement, on a la variance de mon signal plus la variance du bruit pour la s-ième dimension. Donc ce qu'on peut déjà remarquer là qui est intéressant à noter, c'est que la variance du bruit pour la s-ième dimension ne dépend pas de la s-ième dimension, ne dépend pas de s. Donc on a un bruit qui est équiréparti. On peut remarquer, on estime ensuite ce phi s par substitution. Donc la variance totale, on va l'estimer par la s-ième valeur propre de mes données, lambda s, et la variance du signal par la différence entre ma variance totale et la variance du bruit estimée pour la s-ième dimension. Et on remarque bien qu'on a un paramètre de réglage pour cette méthode qui est le nombre de dimensions sous-jacentes du signal. Donc maintenant qu'on a notre phi s chapeau, on peut définir l'ACP régularisée en ajoutant phi s chapeau dans la formule de reconstitution. Si on s'intéresse à cette seconde écriture, donc on remarque que lorsque sigma 2 est très petit, qu'on a peu de bruit, phi s chapeau lui tend vers 1, donc faire une ACP régularisée revient à faire une ACP, ce qui nous satisfait. Quand on n'a pas de bruit, on n'a pas besoin de régulariser. Et bien sûr, quand sigma 2 est grand par rapport au signal, quand on a beaucoup de bruit par rapport au signal, eh bien, ce rapport-là tend vers 0, donc on va on va pas pouvoir faire grand-chose avec nos données et on va réduire et s'écarter beaucoup de l'ACP. Bon, maintenant, si on regarde cette troisième expression, cette troisième écriture, pardon, eh bien, l'intuition qu'on aurait pu avoir avant de faire les calculs, c'est de se dire, si le bruit est le même partout, eh ben, on enlève du bruit de la même manière partout. Donc, avoir quelque chose de type lambda s moins la variance du bruit. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait. En fait, on va enlever une quantité qui elle-même va dépendre de lambda s. Et donc, en faisant cela, on va moins pénaliser les premières dimensions que les suivantes. Et ça, c'est un comportement qui nous satisfait, puisqu'on peut montrer théoriquement que les premières dimensions sont moins variables que les suivantes. Autrement dit, on accorde plus d'importance à ce qui est moins variable, donc plus stable. C'est un comportement qui nous satisfait. Donc voilà la méthode d'ACP régularisée que nous avons mise au point. Maintenant, je vais vous proposer de tester et d'éprouver cette méthode sur des jeux de données simulés. Donc voilà le plan de simulation assez classique qu'on a utilisé. On simule bien entendu des jeux de données sous notre modèle, un signal plus un bruit gaussien. On fait varier des paramètres, donc le nombre d'individus, le nombre de gènes, suivant plusieurs rapports. S, le nombre de dimensions sous-jacentes du signal, et enfin S, le rapport signal sur bruit. Quand ce rapport est grand, est élevé, eh bien on a peu de bruit par rapport au signal, et quand ce rapport est petit, on a beaucoup de bruit par rapport au signal. On va bien sûr comparer l'ACP régularisée avec d'une part l'ACP classique, en ne retenant qu'un certain nombre de composantes, et avec une stratégie de seuillage doux, la méthode SURE. Donc cette stratégie de seuillage doux, elle consiste dans la formule de reconstitution à ôter à chaque valeur singulière une petite quantité qu'on appelle lambda, et on ôte la même quantité partout en ne conservant bien sûr que les différences positives. Et donc tout l'enjeu, tout le jeu, même ici, c'est de trouver ce lambda. Donc la stratégie proposée dans la méthode SURE, pour choisir ce lambda, c'est de minimiser un estimateur sans biais du risque, qui permet de trouver ce lambda. Donc, cette méthode a également un paramètre de réglage qui n'est pas, lui, le nombre de dimensions sous-jacentes, mais qui est la variance du bruit. Donc cette méthode sera utilisée avec la vraie variance du bruit, tandis que la CP classique et la CP régularisée seront mises en œuvre avec le vrai nombre de dimensions sous-jacentes. Voilà les résultats que nous obtenons. Je vais commenter ce tableau, bien sûr.
Donc, on a ici l'erreur quadratique moyenne pour la CP, ici pour la CP régularisée et pour la méthode sûre. Donc, en rouge, c'est l'erreur minimum. Donc, ce qu'on voit comme ça globalement, c'est que peu importe les situations, la CP régularisée fournit une plus petite erreur que les autres méthodes dans toutes les situations pratiquement, alors que ça couvre quand même beaucoup de situations, donc c'est intéressant. Non, plus précisément, si on s'intéresse au cas où le rapport signal sur bruit est grand, donc on n'a pas beaucoup de bruit par rapport au signal, et bien dans ce cas, si l'erreur d'ACP, ACP régularisée sont tout à fait comparables. Et c'est ce à quoi on s'attendait. On sait que quand il n'y a pas beaucoup de bruit, on régularise très peu, ça vient faire une ACP. Par contre, la méthode sûre, elle, fournit des erreurs beaucoup plus grandes quand il y a peu de bruit. Donc elle est moins performante quand il y a peu de bruit. Maintenant, le cas inverse, quand le rapport signal sur bruit est faible, donc il y a beaucoup de bruit par rapport au signal, et bien ici, on gagne nettement à mettre en œuvre une ACP régularisée par rapport à mettre en œuvre une ACP. Et on gagne également en mettant en œuvre la méthode sûre qui donne des résultats comparables. Donc voilà pour les résultats qu'on a obtenus sur les simulations. Maintenant, bien sûr, on va passer à l'application à un jeu de données transcriptomique. Donc le jeu de données qu'on a utilisé est un jeu de données issu plus ou moins d'un jeu de données publié, dans lequel on mesure l'expression des gènes chez des poulets qui ont été soumis à 4 conditions expérimentales. Donc ces 4 conditions correspondent à 4 états nutritionnels. Ces 4 états sont à jeun pendant 16 heures, à jeun pendant 16 heures puis renourris 5 heures ou renourris 16 heures, et enfin des poulets ont été nourris en continu. Voilà le jeu de données qu'on va utiliser. Et donc à partir de ce jeu de données, nous avons choisi de réaliser des clusterings, puisque c'est assez classique de le faire dans l'analyse de données transcriptomiques. On a choisi de réaliser des heatmaps, donc des doubles classifications individus-variables, en débruitant au préalable les données par ACP ou par ACP régularisé. Autrement dit, on a reconstitué les données avec un certain nombre d'axes par ACP régularisé. Et on a choisi de conserver 3 dimensions sous-jacentes. Étant donné qu'on a 4 conditions expérimentales, on s'attend à avoir 3 axes prépondérants. Donc voici les heatmaps que l'on obtient. À gauche, le heatmap correspondant au débruitage par ACP. À droite, le débruitage correspondant par ACP régularisé. Donc ce qu'on aimerait bien retrouver dans ces heatmaps, c'est bien sûr avoir nos individus qui se séparent en fonction de nos conditions expérimentales pour pouvoir interpréter facilement cette classification. Donc si on s'intéresse dans un premier temps aux individus qui ont jeûné pendant 16 heures uniquement, eh bien on voit que dans le heatmap issu de l'ACP, ces individus sont séparés en 2 groupes, ce qui n'est pas très satisfaisant, alors qu'ils sont bien regroupés dans le heatmap issu de l'ACP régularisé. On s'intéresse maintenant aux individus qui ont jeûné 16 heures et qui ont été renourris 5 heures. Et on voit encore une fois que ces individus ne sont pas regroupés dans le heatmap issu de l'ACP, alors qu'ils le sont dans le heatmap issu de l'ACP régularisé. Et donc ici, pourquoi ces individus ne sont pas regroupés? Eh bien, on peut voir que ce premier individu, lui, a une forte coordonnée négative sur l'axe 1 par rapport aux autres individus du groupe. Donc la régularisation va le rapprocher en fait en termes de distance des autres individus du groupe, et c'est la même chose pour l'autre individu qui a une forte coordonnée négative sur l'axe 2 et qui a, contrairement aux autres poulets du groupe, et donc il va être rapproché des autres poulets du groupe. Donc voilà pour cette application. En conclusion, on propose une nouvelle méthode qui est l'ACP régularisée, qui permet de visualiser, de débruiter des données transcriptomiques. Sur les simulations, on a des bons résultats en termes d'estimation du signal sous-jacent. Et ce sur quoi je n'ai pas encore insisté, c'est bien que l'intérêt de cette ACP régularisée, c'est d'avoir un terme de régularisation explicite que l'on peut calculer à partir des données, puisque effectivement, beaucoup de méthodes de régularisation font appel à de la validation croisée qui est très coûteuse en temps de calcul. Donc c'est très intéressant. Enfin, je n'ai pas présenté ces résultats ici, mais on a appliqué cette méthode à un autre domaine d'application qui est le débruitage d'images, pour lequel aussi on a eu des résultats encourageants. Donc il nous reste bien sûr des questions et des perspectives.
on ne sait pas exactement comment ce débruitage, qu'est-ce que ce débruitage apporte par rapport au débruitage dans le pré-traitement des données transcriptomiques. On ne sait pas comment il interagit avec ce débruitage. D'autre part, il y a un paramètre de réglage qui n'est pas inclus dans l'algorithme d'ACP régularisé, qui est de trouver ce nombre de dimensions sous-jacentes. Donc il y a des cas où on le connaît, où on pense le connaître, comme ici dans l'application, et d'autres fois on peut avoir recours à des algorithmes qui existent pour estimer ce nombre de dimensions. Et enfin, on peut penser à une extension à l'analyse factorielle multiple de cette stratégie de régularisation. Donc voilà pour les aspects de débruitage. Je vais maintenant passer à la problématique d'intégration d'informations extérieures. Comme je l'ai déjà dit en introduction, on peut se demander si le fait de prendre en compte uniquement cette information sur les transcriptomes est suffisante. Effectivement, on se demande si on va bien pouvoir démêler toutes ces relations complexes qui existent, tous les événements de régulation qu'il y a pu avoir. Et donc, on va vouloir prendre en compte de façon active une information extérieure pour nous aider à démêler tout ça. Et donc, cette information extérieure, on va la prendre en compte en fonction des deux grands mécanismes de régulation de l'expression de la transcription qui existent. D'une part, la régulation par l'intermédiaire de protéines régulatrices, de facteurs de transcription, de réseaux de régulation, et d'autre part, la régulation par l'intermédiaire de la localisation chromosomique, de l'architecture du génome. Donc ça a donné lieu à deux axes de travail. D'une part, l'intégration d'informations de type gene ontologique, des annotations fonctionnelles sur les gènes, et d'autre part, la prise en compte de la localisation chromosomique dans l'étude des données transcriptomiques. Donc je ne présenterai que ce premier point. Ce second point est une collaboration que nous avons réalisée avec le laboratoire de génétique animale à l'occasion du doctorat de Marion Ouedraogo. Donc je ne présenterai pas ce point. Donc je vais maintenant vous présenter cette intégration d'informations de type gene ontologique. Donc, comment on en est venu à mettre au point cette stratégie? C'est en regardant ce qui se fait classiquement dans la littérature. On voit que le clustering de gènes, qui est pratiquement systématique, est réalisé uniquement à partir des données transcriptomiques, que ce soit directement comme dans les heatmaps que j'ai déjà présentés, ou après avoir construit un réseau de régulation. C'est uniquement fait à partir des données transcriptomiques seules. Et une fois qu'on obtient ces clusters de gènes, ils sont interprétés en faisant intervenir une information extérieure. Donc cette stratégie classique, si on l'analyse un petit peu, on se dit qu'elle implique forcément des choses. Et donc voilà les deux hypothèses sous-jacentes que nous avons mises en évidence. La première, c'est que si on construit des clusters uniquement sur la base de l'expression, on se dit que forcément, des gènes co-exprimés ont forcément un lien biologique pour construire des groupes que sur la base de l'expression. Et d'autre part, le fait de faire intervenir une information extérieure pour interpréter, ça veut dire qu'au moins une partie de cette information extérieure peut être reliée à notre étude. Et donc, ces deux hypothèses qu'on a mises en lumière, la première hypothèse, elle semble peu probable. Et donc, c'est pour ça qu'on choisit d'avoir un nouveau point de vue sur les données, en se disant que la coexpression, c'est au moins deux choses. C'est d'une part, effectivement, un vrai lien biologique, qui lui-même peut s'interpréter de multiples façons, mais c'est aussi surtout une coexpression sans doute fortuite, qui est due à l'activation d'événements complètement indépendants et qui n'ont pas vraiment de lien biologique. Voilà le schéma qu'on a voulu, on en a tiré de cette analyse. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de conserver cette véritable coexpression et d'éliminer cette coexpression fortuite en utilisant de façon active l'information extérieure. Donc voilà comment on a procédé. On a utilisé donc ces deux types de données que je vais rappeler. D'une part, les données transcriptomiques, bien sûr, où un gène est défini par son profil d'expression. Et d'autre part, on a utilisé cette information biologique. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé? Des annotations gene ontologie qui décrivent l'implication des gènes dans des grandes fonctions biologiques. Voilà ce qu'on a utilisé. Donc on peut dire qu'un gène est défini par son profil fonctionnel.
Bien sûr, pour utiliser cette information biologique, il nous a fallu la coder pour l'utiliser en termes statistiques. Donc voilà comment on a choisi de coder cette information. On la code dans une matrice qui croise les gènes et les fonctions biologiques, l'ensemble des fonctions biologiques, et à l'intersection d'un gène et d'une fonction, TKJ égale 1 si le gène est associé à la fonction en question, 0 s'il n'est pas associé à cette fonction. Voilà comment on a choisi de coder cette information biologique. Donc on a bien les deux profils et maintenant on va mettre au point un algorithme qui va permettre de les combiner. Voilà le principe général qu'on a utilisé pour développer cet algorithme. Eh bien, on se dit, si on prend deux gènes coexprimés, on se dit que si ces gènes sont associés à beaucoup de mêmes fonctions biologiques, eh bien, ils ont sans doute plus de chances d'avoir un vrai lien biologique que s'ils sont associés à aucune même fonction. Voilà le principe sur lequel on a développé notre algorithme. Donc on a choisi d'intégrer une information de coexpression dans l'information biologique, ce qui va nous permettre de faire exactement ce que je viens de vous expliquer. Et donc ça consiste à obtenir des fonctions biologiques coexprimées. Je vais vous expliquer ce que sont ces fonctions biologiques coexprimées et comment on les obtient. Je repars de mon information biologique. Je vais m'intéresser uniquement à la fonction biologique J pour montrer le principe de l'algorithme. J'ai ici ma fonction biologique J avec en gris les gènes qui lui sont associés. Je mets ensuite en parallèle mes données d'expression. Voilà mes données d'expression. Je repère encore une fois les gènes qui sont associés à ma fonction biologique J. À partir de ces données d'expression, je peux constituer des clusters de gènes coexprimés en réalisant une classification sur les seuls gènes associés à la fonction J. J'obtiens donc des clusters de gènes coexprimés. Et ensuite, nous allons mêler ces deux informations en obtenant des fonctions biologiques coexprimées à partir des fonctions de ma fonction biologique J, qui va nous permettre d'isoler ici une restriction des gènes associés à la fonction J, mais qui sont coexprimés entre eux. Voilà comment on obtient cette fonction biologique coexprimée. On peut ensuite recoder l'ensemble des fonctions biologiques dans un tableau. On substitue à chaque fonction biologique un ensemble de fonctions biologiques coexprimées et on recode ainsi l'ensemble du tableau qui croise mes gènes et mes fonctions biologiques coexprimées. Donc si je m'intéresse par exemple à deux gènes qui ont des profils fonctionnels très similaires, ils sont associés aux mêmes fonctions biologiques, mais ces deux gènes ne sont pas coexprimés. Eh bien, dans ce tableau-là, ils auront des profils de fonctions biologiques coexprimées parfaitement différents. Donc on ne va pas s'intéresser à ces deux gènes-là ensemble, du coup. Donc, à partir de ce tableau de fonctions biologiques coexprimées, eh bien, on peut réaliser une analyse factorielle des correspondances de cette matrice binaire, ce qui nous permet d'étudier le degré de similarité des profils fonctionnels en garantissant que les gènes sont coexprimés. Et la distance qu'on a ainsi, c'est que deux gènes sont proches, ils ont à la fois des profils fonctionnels similaires et des profils d'expression similaires. Et enfin, on applique un algorithme de clustering pour obtenir des clusters de gènes sur la base de cette distance. Donc voilà l'algorithme de clustering qu'on a développé. En plus de cet algorithme, on a souhaité proposer une procédure d'évaluation automatique des clusters de gènes, ce qui nous semblait important. Donc, je présente cette procédure d'évaluation. On s'est dit, qu'est-ce qui est intéressant pour pouvoir bien interpréter un cluster de gènes? Eh bien, que les gènes du cluster soient coexprimés et qui présentent un certain lien biologique, une certaine homogénéité biologique, pour l'interpréter facilement. Donc ça nous a conduit à mettre au point une procédure avec un indicateur de coexpression et un indicateur d'homogénéité biologique, ces deux indicateurs étant associés à des probabilités critiques. Voilà la procédure d'évaluation que nous avons mise au point. Donc je ne rentre pas dans le détail des indicateurs, parce que je vais plutôt me focaliser sur la partie d'après, qui est un plan de simulation pour éprouver notre méthode. Donc c'est pas si évident que ça de mettre au point un plan de simulation pour tester notre méthode, parce qu'il faut à la fois simuler des données d'expression, mais également simuler de l'information biologique, ce
qui n'est pas évident comme ça. Donc, pour simuler des données d'expression, ça c'est assez simple. On a utilisé une stratégie classique. On procède par tirage aléatoire dans une loi normale multivariée. Multivariée puisqu'on donne en entrée une certaine structure de corrélation qui nous garantit qu'il y ait des groupes sous-jacents de gènes co-exprimés. Ça c'est assez simple. Et on obtient in fine une matrice qui croise des sujets et des gènes, une matrice d'expression simulée. Alors, là où ça se complique, c'est pour simuler une information biologique. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans une information biologique? Eh bien, on veut conserver la structure hiérarchique qui existe dans le gène ontologique, puisque quand on prend cette information de gène ontologie, les fonctions biologiques sont dans une structure hiérarchique. Donc, quand un gène est associé à une fonction, eh bien, il est automatiquement associé à toutes les fonctions parentes de cette fonction. Donc, on a voulu conserver ça, d'une part. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est forcément qu'une partie de cette information puisse quand même être liée à nos données d'expression et qu'une partie soit complètement indépendante de nos données d'expression. Voilà ce qu'on veut in fine. Et donc, pour faire ça, eh bien, on simule d'abord de l'information biologique similaire à nos données d'expression. On commence par le plus facile. Donc, je reprends mes données d'expression simulées, à partir desquelles je peux construire une classification ascendante hiérarchique sur mes gènes, basée sur leur expression. On récupère ensuite cette information d'arbre hiérarchique qui va nous permettre de construire une matrice d'information biologique simulée. De la façon suivante, chaque nœud va correspondre à une fonction biologique simulée et on va coder les associations entre les nœuds et les gènes. Comme ça, on conserve bien une structure hiérarchique au sein de notre information biologique et on a bien ici une information biologique très similaire à l'expression qui est parfaitement reliée à notre expression. Voilà comment on procède pour avoir cette information biologique similaire. Et ensuite, en plus de ces fonctions biologiques similaires, eh bien, on veut de l'information biologique qui soit indépendante de nos données d'expression. On peut procéder de plusieurs façons. On a choisi, nous, de réaliser des permutations intracolonnes de cette matrice de données d'information biologique similaire. Comme ça, on conserve la structure hiérarchique et les différences entre fonctions biologiques. Et donc, ce qu'on obtient finalement, c'est une matrice d'information biologique simulée en juxtaposant l'information biologique similaire et R fois des matrices d'information biologique indépendantes de mes données d'expression. Et donc on peut augmenter ce qu'on a appelé l'intensité d'aléatoire. Voilà comment on met en place nos données simulées. J'espère que c'est clair. Ensuite, une fois qu'on a nos jeux de données simulés, eh bien, on va comparer notre algorithme de clustering avec deux autres algorithmes qui sont d'une part le clustering de type heatmap, on l'a déjà vu, et d'autre part un clustering sur la base d'un réseau de gènes qui a été construit à partir des données d'expression. Et enfin, pour évaluer ces trois procédures, ces trois algorithmes de clustering, on va utiliser notre procédure d'évaluation qu'on a mise au point et on va calculer la proportion de groupes de gènes significativement co-exprimés et biologiquement homogènes. Donc, pour être plus clair, on obtient le tableau de résultats suivant. Donc j'ai ici mon indicateur de co-expression, mon indicateur d'homogénéité biologique, et ici, on mixe les deux indicateurs. Et donc, dans le tableau, on a la proportion de groupes de gènes significativement co-exprimés, significativement biologiquement homogènes, et qui sont significativement les deux à la fois co-exprimés biologiquement homogènes. Et on fait ça pour nos trois méthodes, le heatmap, le réseau et la nôtre. Donc, ce qu'on peut observer en regardant ce tableau de résultats, c'est qu'en termes de co-expression, eh bien, le heatmap, que ce soit le heatmap ou le réseau, plus on augmente l'intensité d'aléatoire, plus on met de fonctions aléatoires, ça change absolument rien. Par contre, notre méthode à nous, forcément, on va perdre un petit peu en termes de co-expression. Plus on aura d'informations biologiques aléatoires, plus on va perdre, puisqu'on combine les deux.
Par contre, en termes d'homogénéité biologique, là on voit que le heatmap, dès qu'on augmente cette intensité d'aléatoire, eh bien, on n'est plus du tout biologiquement homogène. De même pour la classification de type réseau. Alors que nous, on maintient toujours une bonne proportion de groupes biologiquement homogènes. Et bien sûr, si on compare les deux, eh bien, c'est notre méthode qui donne toujours la plus grosse proportion de clusters qui sont à la fois co-exprimés, à la fois biologiquement homogènes. On a bien sûr appliqué ces méthodes au jeu de données Agen nourri que je vous ai déjà présenté. Et ce qu'on remarque, c'est en termes de co-expression, le heatmap, bien sûr, fournit une plus grosse proportion de groupes de clusters significativement co-exprimés par rapport à notre méthode, mais qu'en termes d'homogénéité biologique, là, le heatmap ne fournit plus du tout une proportion satisfaisante, alors que notre méthode, et même la méthode basée sur un réseau de gènes, fournit encore des proportions satisfaisantes. Et donc, c'est finalement bien notre méthode qui fournit la plus grande proportion de gènes de groupes à la fois co-exprimés et biologiquement homogènes. Donc, maintenant qu'on sait comment construire ces clusters de gènes, eh bien, c'est un peu dommage de s'arrêter là. Donc j'ai voulu regarder un petit peu, essayer d'interpréter ces clusters, mais donc, je vous présente rapidement ce que j'en ai tiré. Un exemple de cluster qui semblait intéressant, c'est un cluster qui était enrichi avec, avec des termes qui se rapportent au métabolisme des sphingolipides, des phospholipides, donc ce qui n'apparaissait pas dans la publication initiale. Donc tous ces gènes-là sont fortement exprimés chez les poulets à jeun, et les gènes qui constituent ces groupes-là sont des gènes de type lisse des phospholipides ou lisse des sphingolipides. Voilà. Bien sûr, c'est approximatif, il faut continuer à interpréter, évidemment. Donc, en conclusion, eh bien, on voit que notre algorithme fournit une proportion satisfaisante de bons candidats à l'interprétation, c'est-à-dire des clusters de gènes qui sont à la fois co-exprimés et à la fois biologiquement homogènes. On a l'impression comme ça d'améliorer les tests d'enrichissement, c'est-à-dire que d'obtenir des fonctions biologiques qui caractérisent nos clusters, qui sont plutôt cohérentes les unes avec les autres, proches, donc peut-être que c'est intéressant. C'est évident qu'il reste une validation biologique à faire, à s'intéresser à l'interprétation de ces clusters. D'un point de vue plus technique, on peut éventuellement envisager de prendre en compte l'incertitude sur l'information biologique, parce qu'on sait que ces gene ontologies proviennent de plusieurs sources d'informations qui n'ont pas du tout la même origine et auxquelles on ne peut pas accorder la même confiance. Et enfin, bien sûr, l'objectif, c'est toujours d'étendre à la prise en compte de plusieurs types de données, plusieurs tableaux, puisqu'on a toujours plus de données. Et en conclusion, eh bien, je vais replacer le travail que j'ai effectué pendant ce doctorat dans ce qui se fait classiquement. Donc, bien sûr, il était centré autour des données transcriptomiques. Je rappelle ici la stratégie classique d'analyse, donc sélection de gènes, visualisation, clustering, caractérisation biologique. Donc, le travail de ce doctorat se situe à plusieurs points. D'une part, on a proposé des apports méthodologiques avec du développement de méthodologies statistiques, la CP régularisée, des nouveaux algorithmes de clustering. Et on s'est aussi intéressé à apporter des nouveaux points de vue sur ces données transcriptomiques avec des stratégies d'intégration d'informations je souhaite continuer à mettre en œuvre par la suite, intégrer toujours plus de données et c'est ce que je compte faire par la suite. Un peu de bibliographie, pour ceux que ça intéresse. Et puis, je vous remercie de votre attention. Merci.